La formation, le journal magazine avec Steve Nadjar. Steve, bonjour. Bonjour Philippe, bonjour à tous. À la une de cette édition, une audience décisive aujourd'hui dans l'affaire Sarah Halimi. On en parle dès le début de ce journal avec Gilles William Golnadel, avocat du beau-frère de la victime assassinée en 2017 à Paris. En Israël, reprise des tensions la nuit dernière dans le sud du pays. 2 roquettes ont été tirées en direction de Sderot. L'armée de l'air a riposté contre des sites du Hamas et du djihad islamique. Nous reviendrons également sur la manifestation de soutien à Benyamin Netanyahou hier soir à Tel Aviv. Et puis en France, les agriculteurs sont dans la rue à Paris. Objectif, faire pression sur les négociations commerciales avec la grande distribution. Radio J. C'est donc une audience décisive qui a démarré ce matin devant la chambre d'instruction de la cour d'appel de Paris dans l'affaire Sarah Halimi. Cette retraitée juive de 65 ans avait été sauvagement tuée dans son appartement parisien dans la nuit du 8 avril 2017 par son voisin Kobili Traoré. Mais la justice s'interroge toujours sur la responsabilité du tueur. Peut-il être jugé alors qu'il était en proie à une bouffée délirante lors de son passage à l'acte? Bonjour maître Gilles William Golnadel. Bonjour. Vous êtes l'avocat du beau-frère de Sarah Halimi. Merci d'avoir accepté. De la sœur. Merci d'avoir accepté notre invitation. Maître Golnadel, qu'attendez-vous de cette audience qu'on annonce décisive aujourd'hui? Écoutez, j'attends que la justice redevienne la justice, à savoir raisonnable, parce que jusqu'à présent, tout ce que j'ai vu de cette affaire Halimi ne ressemble pas à une justice raisonnable. C'est-à-dire? Je suis tombé sur écoutez, je suis tombé sur une juge d'instruction que j'aurais du mal à vous décrire, puisqu'elle ne reçoit pas les avocats. Je ne sais pas à quoi elle ressemble. Lorsque elle a eu un premier rapport d'expertise psychiatrique entre les mains, à sa demande, et que l'expert désigné par elle disait que Traoré était accessible à un châtiment pénal. C'est le docteur Daniel Zagouri. C'est bien ça? Du docteur Zagouri, sans même que la défense de M. Traoré réclame une contre-expertise, elle l'a demandé elle-même. C'était la première fois que je voyais ça, si vous voulez. Pour quelle raison, selon vous? Écoutez, je me perds en conjecture. Je pense que dans l'inconscient peut-être de ce magistrat instructeur, le simple fait que M. Traoré soit en prison doit la gêner. Je n'ai pas d'autre explication véritable à donner. Encore une fois, je ne peux que raisonner rationnellement, et là on est vraiment dans l'irrationnel. Ensuite, elle a rendu une ordonnance d'irresponsabilité, et j'ai eu la satisfaction de voir. N'oubliez pas, avant j'oubliais de vous dire qu'avant elle refusait de la demande du parquet d'investiguer sur la question antisémite. Il a fallu que le parquet lui demande avec insistance, et que je demande avec insistance, qu'elle investigue sur cette question-là, et pour qu'elle finisse par reconnaître le volet antisémite. Ensuite de quoi, elle a donc rendu une ordonnance d'irresponsabilité. J'ai eu la satisfaction de voir que le parquet interjetait appel de cette ordonnance. Eh bien, je n'étais pas au bout de mes peines, puisque le parquet général a pris la position totalement inverse du parquet du tribunal. C'est pas tous les jours qu'on voit ça. Dans un réquisitoire du 20 septembre, c'est bien ça, au niveau de la chronologie des événements? Dans son réquisitoire du 20 septembre. Donc, rien ne nous aura été épargné. Rien ne nous aura épargné dans cette affaire. Et donc, les débats ne sont pas terminés au moment où je vous parle. Mais déjà, c'était très intéressant ce matin, puisqu'on a vu que les experts, si vous voulez, se contredisent les uns et les autres. Ce qui en soi n'est pas nouveau. Mais on a justement entendu très longuement. Je voudrais citer, si vous le permettez, le témoignage de Daniel Zagouri, le premier expert à avoir travaillé sur ce dossier. L'hypothèse d'une suite anxio-persécutive est totalement plausible. Madame Lucie Attal, alias Sarah Halimi, n'a peut-être pas été tuée parce que juive, mais cela a facilité le passage à l'acte dans le délire. Oui. Et, indépendamment de cette vision des choses, il a aussi conclu à la responsabilité pénale. C'est le plus important. Au-delà même de la reconnaissance du caractère antisémite des choses. Et donc, les débats ne sont pas terminés, mais c'était très intéressant, parce que Zagouri expliquait également, ce qui ne m'étonne pas du tout. À Dieu ne plaise si jamais l'irresponsabilité pénale était reconnue.
D'abord, je ne vois pas comment elle peut être reconnue en ce moment, puisque vous avez une jurisprudence de la Cour de cassation qui dit que quand les experts se contredisent les uns les autres, c'est à la Cour d'assises de trancher. Donc, de toute manière, c'est un débat qui se terminera devant la Cour d'assises. Mais indépendamment de ça, moi, je me perds en conjecture pour savoir pour quelle raison, au niveau de l'intérêt social, puisque le parquet est le gardien de l'intérêt de la société. Au niveau de l'intérêt social, en quoi est-ce que ça rendrait service à l'intérêt de la société que M. Traoré se retrouve en liberté du jour au lendemain? Parce que c'est ce que Zaguri expliquait, qu'il ne faut pas être grand clerc pour le comprendre. Aujourd'hui, si vous voulez, Traoré, pour le moment, en hôpital psychiatrique, mais il va bien. Et donc, il n'y a aucune raison de penser que dès l'instant où, si à Dieu ne plaise, la procédure a été terminée, ils vont le remettre, il va sortir de l'hôpital psychiatrique. Il y a de très grands risques qu'ensuite il va se remettre à la consommation du cannabis. Et donc il peut, dans quelques jours, à nouveau faire ce qu'il a déjà commis. Donc vraiment, au-delà même de mon désir. Et d'ailleurs, quand j'ai interrogé Traoré ce matin, et je lui ai demandé comment il allait, il va très bien, est-ce qu'il est accessible, et je lui ai demandé est-ce qu'il regrettait son geste, il regrette son geste, est-ce qu'il est accessible à un châtiment pénal? Oui, c'est-à-dire qu'en réalité, aujourd'hui, il peut parfaitement comparaître en justice et répondre à la justice. Donc, où je tourne mon regard, que ce soit le regard de quelqu'un qui considère effectivement que pour un Traoré, avec l'éducation qu'il a eue, enfin l'éducation sociétale qu'il a eue, Madame Halimi, c'était le démon, et il l'a massacré dans les conditions que vous savez, ou même parce que c'est un dangereux personnage. De toute manière, la justice doit passer. Je vois pas ce que ça gagnerait, ni pour Traoré, ni pour la société, ni pour la famille de Madame Halimi, que Monsieur Traoré sorte demain matin à 9h ou passe sa vie dans un hôpital psychiatrique. Justement, dans quel état d'esprit se trouve votre... C'est réellement une affaire qui a été traitée très irrationnellement par la justice. Dans quel état d'esprit se trouve votre cliente aujourd'hui ? Mettez-vous à sa place. Vous savez, elle est dans un état de révolte. Elle n'accepte pas. Elle ne peut pas accepter que le dossier de sa sœur ait été traité comme cela, d'abord médiatiquement par un désintérêt total, et ensuite judiciairement de manière sans queue ni tête. Vous trouvez que les médias n'ont pas assez fait sur ce dossier ? Dans le même état d'esprit. Vous trouvez que les médias ont été trop silencieux sur ce dossier ? Ah oui, il est acquis au débat. C'est le moins qu'on puisse dire que c'est sûr qu'en pleine période électorale, personne de politique ne voulait spécialement parler de cet assassinat d'une dame juive par un musulman. D'ailleurs, y compris une partie de la communauté juive organisée qui pensait que ça ferait le jeu de l'adversaire de M. Macron, si vous voyez ce que je veux dire. Très bien, merci beaucoup, maître Gilles William Goldnadel. Je vous rappelle que vous êtes l'avocat de la sœur de Sarah Halimi. À très bientôt sur Radio J. À bientôt, au revoir. Le sud d'Israël a connu une nouvelle nuit de tension. Hier, 2 roquettes ont été tirées depuis la bande de Gaza. Elles visaient la ville de Sderot, limitrophe de la frontière palestinienne. Le système antimissile Dôme de Fer a intercepté l'un des 2 projectiles, le second s'écrasant dans un terrain vague. En riposte, l'armée de l'air israélienne a frappé au moins 2 sites du Hamas et un 3e contrôlé par le djihad islamique. Il s'agissait notamment d'un entrepôt de fabrication d'armes et d'infrastructures souterraines. Si quelqu'un à Gaza pense pouvoir relever la tête après l'opération Ceinture Noire, il fait une grave erreur. Réaction de Benyamin Netanyahou. Pour le Premier ministre sortant, Israël réagira fermement à toute attaque contre notre pays et continuera à agir, à garantir la sécurité d'Israël sur tous les fronts. Fin de citation. Des dysfonctionnements ont eu lieu dans le système de mise en alerte des habitants de Sderot via leur téléphone mobile. Des sirènes ont par ailleurs retenti dans la soirée dans plusieurs localités du sud du pays, dans la région d'Ashkelon. Une erreur selon le commandement du front intérieur qui explique qu'elles n'ont pas été déclenchées
provoquée par de tirs de roquettes, mais par l'activité des avions de chasse israéliens opérant dans le ciel. C'est dans ce contexte que Naftali Bennett a annoncé une décision surprise. Dans un communiqué publié ce matin, le ministre israélien de la Défense indique qu'il a ordonné à l'armée de ne plus restituer les corps des terroristes, quelle que soit l'affiliation de ces derniers ou l'attaque qu'ils ont commise ou tenté de commettre. Des exceptions pourraient néanmoins être prévues au cas par cas en fonction de circonstances particulières. Bennett prend donc ses distances avec la ligne défendue par l'armée jusque-là. Il espère ainsi améliorer la dissuasion israélienne à l'égard des mouvements terroristes palestiniens. Mais cette nouvelle orientation ne prendra effet qu'après approbation du cabinet de sécurité. La décision de Naftali Bennett serait la conséquence de pressions exercées par la famille du lieutenant Hadar Goldin, tué en août 2014 et dont le corps est toujours détenu par le Hamas. Les parents du soldat ont salué d'ailleurs l'annonce du ministère. Il est inimaginable de libérer des terroristes morts ou vivants tant que les corps de nos enfants seront détenus entre les mains du Hamas, ont-ils indiqué. Pas sûr néanmoins que le cabinet de sécurité en dise de même. Selon un responsable gouvernemental cité par la 13e chaîne de télévision israélienne, Israël n'aurait aucun intérêt à ne plus restituer les corps de terroristes. Nous ne sommes pas le Hamas ni des trafiquants, a expliqué cette source. Ils étaient dans la rue pour dire stop au coup d'État, pour reprendre leur terminologie. Plusieurs milliers d'Israéliens se sont rassemblés hier soir à Tel Aviv en soutien à Benyamin Netanyahou. Ces sympathisants du Likoud se sont réunis devant le musée des arts de la ville pour dénoncer, je cite, la dictature judiciaire ou encore les dérives de l'État profond qui seraient hostiles selon eux au Premier ministre sortant. Benyamin Netanyahou a été inculpé la semaine dernière pour corruption, fraude et abus de confiance dans 3 affaires. Rares étaient pourtant les parlementaires du Likoud à avoir fait le déplacement, signe des tensions qui traversent le parti. La ministre de la Culture, Miri Regev, faisait donc presque exception à la règle, proche de la famille Netanyahou et candidate déclarée pour la fonction de Premier ministre dans un avenir post-Netanyahou. Miri Regev a ciblé dans son discours à l'institution judiciaire. On l'écoute tout de suite. Bonsoir à mes chers camarades du Likoud. Camarades, si nous avions été gauchistes, à Dieu ne plaise, ou du camp respecté de Kahol Lavan, les médias auraient certainement retransmis cet événement comme une fête démocratique, en ajoutant qu'il a réuni des milliers de personnes. Mes camarades, parce que nous sommes de droite, toute manifestation est considérée comme de l'incitation, alors que toute incitation à gauche est présentée comme une défense. Alors nous aussi, nous manifestons. Nous aussi, nous faisons entendre notre voix. Nous aussi voulons porter une protestation légitime et juste. Une protestation démocratique. Une protestation qui cherche à diffuser un message. L'État de droit n'est pas au-dessus des lois. Hier soir, au même moment, la 12e chaîne de télévision Hadashot Shtem serait révélé un nouveau sondage. En cas de nouvelle élection, la liste Kahol Lavan obtiendrait 35 sièges contre 34 pour la liste Likoud, emmenée par Benyamin Netanyahou. Un écart faible qui semble démontrer que les sympathisants du parti restent attachés au Premier ministre sortant malgré son inculpation. À l'inverse, si Gideon Sa'ar présidait les rênes du parti, le Likoud n'obtiendrait que 26 mandats. Je viens seulement de commencer et selon le sondage, je décrocherai déjà 26 sièges, a réagi Gideon Sa'ar ce matin, tandis que celui qui est face à moi est au pouvoir depuis 10 années consécutives. Pour autant, le rassemblement d'hier annoncé en grande pompe par le Likoud, qui avait même prévu des bus pour allier ses militants à Tel Aviv, n'apparaît pas comme un franc succès. C'est l'avis de la plupart des éditorialistes israéliens ce matin, comme nous l'explique Daniel Haïk dans sa revue de presse en partenariat avec Studio Kalita. Et bien évidemment, comme c'est toujours le cas dans ce type de manifestation, les estimations du nombre de participants varient en fonction, dirons-nous, de la proximité des médias avec le message idéologique de la manifestation. Ici, le Israël Hayom parle de 15 000 manifestants. Il est évident et clair que le Yediot Aharonot, traditionnellement plus hostile au Premier ministre, reverra ses estimations à la baisse. Pour Nahum Barnea, l'éditorialiste en chef du journal, eh bien, il n'était hier soir que 5 000 bibistes, comme il les appelle avec un certain mépris, à exprimer leur admiration pour leur leader politique, leur foi inébranlable que le pays ne pourra pas vivre sans Benyamin Netanyahou à sa tête. Cela ressemblait à l'une des nombreuses manifestations de la gauche organisées sur cette même esplanade à de multiples reprises, mais à la différence que les yeux des manifestants
voit un autre monde, d'autres valeurs, d'autres faits concrets, écrit Nahum Barnea dans le Yediot Aharonot. Amnon Lord, dans le Israël Hayom, fait un jeu de mots en hébreu. J'accuse, écrit-il, avec donc un titre donc célèbre et d'actualité sur le plan cinématographe aujourd'hui. J'accuse, écrit-il, mais au lieu d'écrire Ani Ma'ashim, il écrit Ami Ma'ashim, ce qui signifie en hébreu le peuple accuse. Le Maariv lui souligne la présence à la tribune de la ministre de la Culture Miri Regev, elle aussi inconditionnelle de Binyamin Netanyahou, qui a déclaré « L'état de droit n'est pas au-dessus de la loi ». Le quotidien souligne toutefois que, comme le fait également le Yediot Aharonot, que la majorité des chefs de file du Likoud, des députés, n'étaient pas présents hier pour apporter leur soutien à Binyamin Netanyahou. Le Yediot affirme que chacun de ses ministres hier avait une bonne raison pour s'absenter. Quant à Rémi Chalev dans le Haaretz, eh bien, il estime que la manifestation d'hier a marqué un tournant entre le bon vieux Likoud et le nouveau parti de Bibi Netanyahou. On va marquer une petite page de publicité. On se retrouve dans un instant pour la suite de l'actualité. On poursuit avec l'actualité israélienne avec Gabriel Attal. Bonjour Gabriel. Bonjour Steve. 9 inventions israéliennes ont été classées dans le top 100 des meilleures innovations de l'année 2019 selon le Time Magazine. L'hebdomadaire américain récompense les meilleures inventions qui rendent le monde meilleur, plus intelligent et encore plus amusant. Pour établir ce classement, le magazine a demandé à des rédacteurs du monde entier de nommer des innovations dans différentes catégories. Les innovations ont ensuite été évaluées sur différents critères tels que l'originalité, la créativité, l'ambition et l'efficacité. On a presque évité une catastrophe hier. Un obus d'un tank égyptien s'est écrasé hier dans le réfectoire d'une yeshiva à Bnei Netzarim. C'est une communauté située à l'ouest de l'Égypte et au sud de la bande de Gaza. Des dommages ont été signalés mais aucun blessé. La salle était vide au moment de l'impact car les étudiants étaient dans une autre partie du bâtiment. De plus, les bonbonnes de gaz situées dans la pièce n'ont pas été touchées. L'armée israélienne a déclaré que l'épisode était probablement un accident, mais qu'elle enquêterait davantage sur la question. Les boîtes noires des 2 hélicoptères entrés en collision au Mali lundi ont été récupérées et vont être analysées. C'est ce qu'a indiqué sur BFM TV ce matin le colonel Frédéric Barbry, porte-parole de l'état-major des armées. Pour rappel, l'accident avait provoqué la mort de 13 militaires français déployés dans le cadre de l'opération Barkhane. Aux États-Unis, le secrétaire d'État Mike Pompeo annonce que de nouvelles sanctions allaient être prises contre l'Iran. La semaine dernière, j'ai demandé au courageux peuple iranien de nous envoyer des preuves de la violente répression des manifestants en Iran. Jusqu'à présent, nous avons reçu près de 20 000 messages, a annoncé Mike Pompeo sur son compte Twitter. Dans le même temps, Gabriel, le guide suprême iranien a affirmé que son pays avait mis en échec un complot très dangereux. Beaucoup d'argent a été dépensé pour détruire, mener des violences et tuer les gens, a affirmé Ali Khamenei, cité par la télévision d'État. Les autorités iraniennes avaient accusé les ennemis du pays, notamment les États-Unis et Israël, d'avoir provoqué ces troubles qui ont duré quelques jours. Retour en Israël, Tsahal a donc riposté hier à de nouveaux tirs de roquettes contre Sderot. La tension persistante avec les organisations terroristes de Gaza contraste avec le calme relatif de la Judée-Samarie. Les manifestations organisées hier par l'autorité palestinienne confirment encore que les 2 territoires palestiniens sont 2 entités séparées. Correspondance depuis Jérusalem de Pascal Zonshine. À rester attentif aux moindres gestes du Hamas dans la bande de Gaza, on en avait presque oublié que les territoires autonomes, c'est aussi ceux de la Cisjordanie, la Judée-Samarie, gouvernés par l'autorité palestinienne. Hier, les dirigeants de Ramallah ont fait acte de présence en organisant une série de manifestations dans plusieurs agglomérations pour protester contre la politique américaine. Une semaine après la déclaration du secrétaire d'État Mike Pompeo sur les implantations, le réveil palestinien avait effectivement tardé à venir. L'autorité palestinienne, le Fatah et l'OLP n'ont pas manqué de dénoncer le revirement diplomatique américain qui considère désormais que le peuplement israélien en Judée-Samarie n'est pas contraire au droit international. Mais on est loin en deçà du niveau de tension qui a marqué d'autres épisodes. On se souvient par exemple de la vague de violence qui avait répondu au transfert de l'ambassade des États-Unis à Jérusalem en mai 2018. Une violence qui s'était alors réveillée aussi bien
Palestiniens en Cisjordanie que dans la bande de Gaza. Cette fois, le Hamas n'a pas suivi l'autorité palestinienne dans sa campagne. De plus, les dirigeants de Ramallah n'ont pas ordonné de grève générale qui accompagne habituellement une mobilisation massive. Et les manifestations ont été circonscrites au centre des agglomérations palestiniennes pour limiter les accrochages avec les forces de sécurité israéliennes. Le site généralement le plus sensible, un grand carrefour à l'entrée de Ramallah, n'a attiré que quelques dizaines de Palestiniens qui ont cherché l'affrontement avec les forces israéliennes. Tsahal, de son côté, s'était préparé à la possibilité de heurts et même d'attaques, mais la consigne était d'éviter les frictions au maximum et de n'intervenir qu'en cas de danger réel et immédiat. Si Mahmoud Abbas s'est finalement décidé à organiser des protestations publiques, c'est principalement pour canaliser la critique de l'opinion palestinienne, qui lui reproche son manque d'agressivité face à Jérusalem et surtout face à Washington. La reconnaissance de Jérusalem comme capitale d'Israël par le président républicain, sa décision de couper ses subventions à l'UNRWA et sa validation de l'existence des implantations ne sont que quelques-unes des mesures qui ont progressivement dégradé les rapports entre la Maison-Blanche et la Moukata depuis l'élection de Donald Trump. Sans compter le plan de paix baptisé deal du siècle qui doit résoudre le conflit israélo-palestinien et que Mahmoud Abbas a rejeté sans attendre une publication qui n'a d'ailleurs toujours pas eu lieu. Et pourtant, les territoires palestiniens de Cisjordanie ne sont pas en si mauvaise posture, totalement déconnectés de la bande de Gaza depuis 12 ans que le Hamas y a pris le pouvoir. La région contrôlée par l'autorité palestinienne connaît une certaine stabilité politique et économique. La coordination sécuritaire avec Israël continue, ce qui bénéficie aussi au régime de Mahmoud Abbas. Le dirigeant palestinien trouve d'ailleurs son intérêt à ne pas raviver le feu du conflit face à Israël. On se retrouve dans une poignée de secondes pour la dernière partie de ce journal magazine. On évoquera la situation au Royaume-Uni et un nouvel incident antisémite dans une faculté parisienne. À tout de suite. Radio J 94.8. Bonjour, c'est Michel Drucker. Je suis très fier d'être cette année le parrain de l'appel national pour la Tzedaka. La solidarité, c'est notre responsabilité. C'est notre part d'humanité. C'est notre fierté. C'est notre identité. La solidarité, c'est formidable. Envoyez vos dons à FSJU Tzedaka, 39 rue Broca, 75 005 Paris ou sur tzedaka.fsju.org. Entreprises, commerçants, restaurateurs, associations, pour communiquer en direction de la communauté juive, un numéro 01 53 75 25 55. Radio J et Judaïque FM vous proposent des horaires vraiment incontournables pour accroître votre notoriété et gagner des parts de marché. Appelez DPRJ, service publicitaire exclusif de Radio J et Judaïque FM. DPRJ 01 53 75 25 55 01 53 75 25 55. Radio J 14h24 et la suite du journal magazine, Steve Nadjar. Au Royaume-Uni, les élections générales auront lieu le 12 décembre. Hier, Jeremy Corbyn a refusé de s'excuser pour l'antisémitisme qui sévit dans son parti, Gabriel. Dans une interview donnée hier soir à la BBC, le chef du parti travailliste a éludé les questions du présentateur, mais a déclaré d'une manière générale que l'antisémitisme et toute autre forme de racisme n'a aucune place dans notre société. À ce propos, un juif avait été agressé dans le métro à Londres vendredi dernier. Il avait été défendu par une femme musulmane. Les deux se sont rencontrés lundi. C'est votre histoire du jour, Gabriel. La mère de 2 enfants portant un hijab a rencontré celui qu'elle a aidé à Manchester. Après l'incident, le père avait déclaré à la campagne contre l'antisémitisme qu'il souhaitait rencontrer Asma Chouer en personne afin de la remercier. Il lui a apporté un bouquet de fleurs et ils ont pris le café ensemble, a rapporté le journal juif basé à Londres. Ils ont accepté de rester en contact, a déclaré Chouer au site d'information. L'agresseur, dans une tirade filmée, a déclaré à la famille lors de la chevauchée qu'ils étaient membres de l'église de Satan et a déclaré que les Juifs étaient à l'origine du commerce des esclaves et des attaques du 11 septembre 2001. L'agresseur non identifié a été arrêté samedi et inculpé d'une infraction présumée d'agression publique aggravée par des raisons raciales. Une histoire britannique qui se termine bien. En France, un tag antisémite a été retrouvé sur les murs de l'université Panthéon-Assas, a rapporté l'UEJF. À bas la juiverie, peut-on lire sur les murs de la faculté. L'UEJF a dénoncé la banalisation de telles inscriptions dans l'enseignement supérieur et une plainte va être déposée. Les inscriptions antisémites sont de plus en plus nombreuses et les condamnations de
plus en plus rares, a réagi la présidente de l'UEJF Noémie Madar dans un communiqué. Et nous serons en ligne tout à l'heure à 16h avec la présidente de l'UEJF Noémie Madar. Journée de colère et de manifestation des agriculteurs aujourd'hui. Des centaines de tracteurs venus de 6 régions ont d'abord bloqué le périphérique. Aujourd'hui, ils sont ensuite arrivés sur les Champs-Élysées pour faire pression sur les négociations commerciales avec la grande distribution. Les manifestants bloquent l'avenue depuis ce matin et ont déversé du foin. Ils demandent à être reçus par Emmanuel Macron. Les agriculteurs qui manifestent font part du mal-être de leur profession. Le 27 novembre prochain sera également une journée de mobilisation nationale des agriculteurs. On termine avec du football en Ligue des Champions. Le Paris Saint-Germain a arraché le match nul 2-2 hier soir contre le Real Madrid. Benzema a inscrit un doublé et son équipe menait 2-0 avant que Mbappé et Sarabia ne remettent leur équipe à égalité en 2 minutes. Ce match nul suffit aux Parisiens pour assurer la première place du groupe. Les hommes de Zinedine Zidane sont également qualifiés pour les 8e de finale. Merci Gabriel Attal, c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Vous pouvez retrouver cette émission en vidéo sur nos comptes Facebook et YouTube. Retour de l'info à 15h sur Radio J. Et tout de suite, vous avez rendez-vous avec l'épopée du sionisme présentée par Georges Jayache et Gérard Ringer. Bonne journée à vous.